Un ministre chinois annule sa visite à la dernière minute. Israël avance ses pions de manière inattendue sur la mer Rouge. Absolument. Et une nouvelle taxe, votée de l'autre côté de l'Atlantique, menace de financer l'insurrection en Afrique de l'Est. Bonjour, bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à l'analyse rigoureuse des affaires internationales. Bonjour à tous. En ce vendredi 23 mars 2026, l'ordre du jour exige une revue complète de l'actualité récente. Nous porterons une attention toute particulière aux dynamiques complexes qui secouent actuellement la Corne de l'Afrique. Tout à fait. C'est une zone sous haute tension. Ce décryptage analytique est rendu possible par ProWave AI. Et il est généré par Stylo News, l'application d'actualité propulsée par l'intelligence artificielle. En effet. Il convient de souligner une information logistique importante. Pour célébrer sa première année d'exploitation, ProWave AI offre une remise spéciale en ce mois de mars. C'est exact. Le code de réduction Stylo peut être utilisé directement sur le site www.stylonews.com. Voilà. C'est une offre valable jusqu'à la fin du mois et strictement limitée aux 250 premiers abonnés. Le titre de notre dossier d'aujourd'hui est donc le suivant. Mise à jour sur la Corne de l'Afrique, Al-Shabaab, frappe aérienne et sécheresse. Eh bien, avant d'entrer dans le vif du sujet, il est crucial de préciser à notre audience la nature exacte de l'outil qui soutient cette analyse. Oui, l'application Stylo News. Précisément, il faut savoir qu'il s'agit de la version grand public du logiciel Stylo IntelOps. C'est un système initialement conçu pour les opérations d'entreprise complexes. Les gouvernements, les forces armées, n'est-ce pas? Absolument. Les grandes multinationales l'utilisent également au quotidien. Cela signifie en somme que les auditeurs ont aujourd'hui un accès unique à une architecture de renseignement, une architecture bâtie, à l'origine, pour soutenir les plus hauts décideurs mondiaux. L'objectif de cette analyse approfondie est de dégager des tendances claires. Il s'agira d'examiner méthodiquement les modèles d'événements des 2 dernières semaines. Nous évaluerons bien sûr les impacts locaux, nationaux et internationaux. Tout à fait. L'ambition est d'identifier les perspectives des décideurs clés et d'anticiper les actions futures. Le tout, bien entendu, en maintenant la plus stricte neutralité journalistique. C'est notre règle d'or. L'analyse débute par la situation sécuritaire immédiate sur le terrain en Somalie. C'est, disons, le véritable épicentre de la dynamique régionale. En effet, les dépêches font état d'une avancée significative nommée Opération Badra. Également connue sous le nom de Rolling Thunder, si je ne m'abuse. Exactement. Les forces somaliennes ont repris les bastions stratégiques de Moubarak et de Dar es Salaam. Ces villes se situent dans la région de Lower Shabelle. Il faut noter que ces forces somaliennes ne progressent pas seules. Non, elles sont solidement appuyées par les troupes ougandaises de l'ASOM. Pour la clarté de notre propos, l'ASOM est la mission de transition de l'Union africaine en Somalie. C'est le pilier qui permet aux troupes locales de sécuriser les territoires repris. C'est tout à fait ça. Et parallèlement à cette progression terrestre, eh bien, les airs sont également mobilisés. Oui, le commandement des États-Unis pour l'Afrique, l'AFRICOM, a mené des frappes aériennes. Des frappes localisées à environ 60 km de Mogadiscio. Des frappes d'une précision remarquable. Il convient de voir cette stratégie militaire actuelle comme une intervention chirurgicale de précision visant à amputer la capacité logistique d'Al-Shabaab, plutôt que de simplement traiter les symptômes de l'insurrection. Une analogie tout à fait pertinente. L'élimination ciblée en est la preuve formelle. La frappe a neutralisé un haut responsable d'Al-Shabaab nommé Mohamed Abdullahi. Connu sous l'alias de Suleiman Fidouf. C'est exact. Cet individu n'était pas un simple combattant. Il était spécifiquement chargé du réseau des attentats suicides et des véhicules piégés. Les fameux VBID, selon la terminologie militaire. Voilà. Et d'autres frappes simultanées ont visé des éléments d'ISIS Somalie dissimulés dans les montagnes de Golis au Puntland. Et les réactions officielles ne se sont pas fait attendre. Le ministère somalien de la Défense perçoit cela comme une étape décisive, une étape pour démanteler l'infrastructure terroriste. De son côté, l'AFRICOM justifie ses actions par l'impératif absolu de soutenir les efforts antiterroristes locaux. Mais une telle décapitation du réseau pose inévitablement la question des conséquences à court terme. Eh bien, c'est la loi de la balistique militaire. Toute action provoque une onde de choc. En effet,
La destruction de cette infrastructure de planification réduit drastiquement la menace d'attaque massive, surtout dans l'immédiat. C'est une préoccupation majeure qui est ainsi apaisée, particulièrement en cette période sensible suivant le mois du Ramadan. Cependant, la doctrine nous enseigne la prudence. Absolument. La probabilité de complot de représailles augmente considérablement. L'insurrection cherchera à démontrer que sa capacité de nuisance demeure intacte. En somme, l'opération Badr prouve que l'armée peut reprendre des territoires. Mais ces victoires sur le terrain risquent d'être réduites à néant par un effondrement au sommet de l'État. C'est le grand paradoxe actuel. Le gouvernement qui ordonne ces frappes est lui-même en train de se fracturer de l'intérieur. Une crise constitutionnelle majeure vient d'éclater à Mogadiscio. Les récents votes parlementaires en sont la cause. Le Parlement somalien a en effet voté un amendement prolongeant le mandat du président Hassan Sheikh Mohamud ainsi que celui des législateurs d'une année supplémentaire. Sur 329 voix, 222 se sont exprimées en faveur de ce report, un report de facto des élections prévues. Et inaperçu dans une démocratie en reconstruction. L'opposition dénonce sans détour une manipulation politique. Et le plus alarmant ne se situe pas dans les travées du Parlement. On observe une rupture ouverte et brutale entre le pouvoir central et les États fédéraux. Le président de l'État du Sud-Ouest, Lafta Garen, a officiellement suspendu ses relations avec le gouvernement fédéral. Et les accusations qui accompagnent cette rupture sont d'une extrême gravité. Très grave en effet. Il est publiquement affirmé que des ministres fédéraux seraient de mèche avec Al-Shabaab. Pour faciliter le transit d'armes, c'est bien cela ? C'est ce que rapportent nos sources. Dans le même temps, le Puntland et le Jubaland réduisent également leur coopération avec Mogadiscio. Des rumeurs persistantes font même état de la création d'une autorité gouvernementale parallèle dans la ville de Baïdoa. Ce qui fragilise tout l'édifice étatique. Décortiquons tout cela. Comment un gouvernement peut-il coordonner une guerre complexe contre une insurrection si 3 de ses 5 États membres coupent les ponts ou l'accusent de trahison ? Eh bien, la réponse est sombre. La Somalie fait face à ce qu'il convient de qualifier de crise de cohésion et de légitimité. Lorsqu'un État fédéral voit ses composantes rompre le dialogue, l'appareil de sécurité tout entier est paralysé. C'est une conséquence mécanique. Tout à fait. Les rapports d'intelligence, notamment via Radio Delsan ou Channel Africa, montrent des signaux inquiétants. Le péril est majeur. Les forces de sécurité pourraient être détournées de la lutte antiterroriste. Au profit de déploiements politiques coercitifs ? Précisément. Cela crée inévitablement un vide sur les lignes de front. Un vide qu'Al-Shabaab s'empressera d'exploiter. Cette instabilité interne déborde désormais largement sur la scène internationale. Elle altère de façon visible les relations avec les superpuissances mondiales. Les ondes de choc diplomatiques sont considérables. Les rapports indiquent que le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a purement et simplement annulé un rare voyage à Mogadiscio. La raison invoquée est un verrouillage sécuritaire massif de la capitale. Effet notable, aucune explication officielle n'a été fournie par les autorités somaliennes à Pékin. C'est un silence lourd de sens. Ailleurs dans la région, un autre changement géopolitique majeur s'opère. Nous observons la reconnaissance du Somaliland par l'État d'Israël. Ce n'est pas un simple geste diplomatique, j'imagine. Loin de là, Israël cherche potentiellement à établir une base militaire sur la mer Rouge. L'objectif stratégique est de contrer les rebelles Houthis, massivement soutenus par l'Iran. Cette initiative irrite profondément la Turquie, qui est une alliée de Mogadiscio. La carte des alliances est en train d'être redessinée. Et le Moyen-Orient s'invite donc dans la corne de l'Afrique. L'ambassadeur d'Iran au Kenya a d'ailleurs publiquement exhorté l'Union africaine à mener une médiation dans le conflit au Moyen-Orient. Il affirme vouloir éviter une guerre régionale. La région ressemble à un échiquier tridimensionnel où les problèmes de sécurité d'une seule ville comme Mogadiscio peuvent faire reculer les ambitions diplomatiques d'une superpuissance comme la Chine. C'est exactement l'effet papillon de la géopolitique. Prenez le blocus potentiel d'Ormuz par l'Iran. Cela modifie les routes maritimes mondiales. Avec des répercussions inattendues. Absolument. Cela profite de manière presque inattendue au port de Lamu, au Kenya, qui était jusqu'ici largement sous-utilisé. En franchissant justement la frontière kenyane, l'analyse démontre comment ce pays gère ses retombées, tout en affrontant ses propres désastres. Le Kenya c'est sur plusieurs fronts simultanément. Sur le plan de la sécurité immédiate, une attaque à l'engin explosif improvisé a blessé 6 policiers dans le comté de Mandera. L'acte est présumé d'Al-Shabaab. Les autorités ont procédé à l'arrestation de ressortissants somaliens munis de fausses cartes d'identité kenyanes. Mais la violence armée n'est pas le seul fléau. Le pays fait face à une superposition de désastres naturels. Et de désastres sanitaires, il faut le préciser. Des inondations dévastatrices ont frappé la capitale, Nairobi, causant la mort tragique de 42 personnes.
une catastrophe attribuée au changement climatique. En parallèle, l'Éthiopie Mosine est endeuillée par des glissements de terrain meurtriers dans la zone de Gamo. On dénombre 80 victimes. Les conséquences de ces inondations dépassent les dégâts matériels. Dans le nord du Kenya, notamment dans les comtés de Baringo et Garissa, on observe une résurgence alarmante de la maladie tropicale Kala-Azar. Et cette situation est compliquée par de fréquentes erreurs de diagnostic localement. À cela s'ajoute la région de Turkana, qui subit actuellement une crise de la faim extrême. Pour maintenir un équilibre analytique rigoureux, il faut tout de même mentionner des développements positifs. Heureusement, il y en a. Nous notons l'ouverture d'une nouvelle route commerciale maritime reliant l'Inde au port de Mombasa. De plus, l'IFC vient d'injecter 52 millions de dollars pour soutenir les petites entreprises en Afrique de l'Est. Avec un accent particulier sur l'entrepreneuriat féminin, n'est-ce pas? Exactement. Et enfin, le programme éducatif STEM, mené par Boeing et Fazesa, connaît une expansion remarquable. Ce sont des investissements d'avenir vitaux. C'est là que cela devient vraiment intéressant. Comment les décideurs politiques parviennent-ils à équilibrer des investissements d'infrastructures à long terme, comme les nouvelles routes ferroviaires et maritimes, alors que la population fait face à des inondations mortelles et à une crise alimentaire immédiate? Eh bien, l'analyse des réponses gouvernementales est révélatrice. Le président kényan, William Ruto, a pris en charge le paiement des frais hospitaliers pour les victimes. Il pousse pour des solutions durables. Une gestion de l'urgence couplée à une vision de long terme. C'est l'objectif. Concernant la crise sanitaire, la position de l'Organisation mondiale de la santé est claire. Elle souligne la nécessité absolue d'un financement mondial pour ces maladies tropicales négligées. Cette instabilité climatique et sécuritaire pousse inexorablement à la migration. Cela conduit notre analyse vers les répercussions politiques aux États-Unis. Des répercussions qui affectent en retour l'économie de l'Afrique de l'Est. Prenons l'administration américaine sous le mandat de Donald Trump. Elle annonce la fin du statut de protection temporaire, le fameux TPS. Une révocation qui cible environ 1100 migrants somaliens. L'argument officiel affirme que les conditions de sécurité en Somalie se sont suffisamment améliorées. Mais une bataille juridique s'en est immédiatement suivie. Un juge fédéral à Boston a temporairement bloqué cette décision. Des groupes de défense des immigrés intentent de multiples procès. Ils dénoncent des biais raciaux. La pression économique s'accentue également avec l'opération Metro Surge dans le Minnesota. Elle cible la communauté somalienne. Surtout, une nouvelle taxe américaine d'1% sur les transferts de fonds vers la Somalie a été instaurée. Il est de notre devoir d'appliquer ici une règle stricte de neutralité. Absolument essentiel. Nous exposons la perspective de l'administration américaine axée sur l'application stricte de la loi et la fin des amnisties temporaires, d'un côté, et celle des groupes de défense axés sur les droits humains et la lutte contre les discriminations de l'autre, avec un détachement total. Il est important de préciser que nous n'approuvons aucune des deux positions. Nous rapportons fidèlement les documents sources. Si nous relions tous ces éléments, voici un paradoxe fascinant. Comment la réduction des transferts de fonds depuis l'étranger affecte-t-elle la stabilité même que les opérations militaires internationales tentent de bâtir en Somalie? Eh bien, l'interdépendance est totale. Les transferts de fonds, les remittances, sont une bouée de sauvetage pour les populations vulnérables. C'est une rentrée d'argent vitale pour le PIB somalien. Exactement. Entraver ces flux financiers accroît inévitablement la pauvreté. Or, la pauvreté est un terreau extrêmement fertile pour le recrutement par Al-Shabaab. Une mesure fiscale occidentale frappe donc directement la sécurité sur le terrain. En conclusion de cette analyse factuelle, le mandat du briefing d'intelligence exige de projeter les dynamiques actuelles vers l'avenir immédiat. Sur le terrain, les déploiements sont en cours. Les troupes djiboutiennes Luzomom prennent officiellement le relais de la sécurité à Beledweyne. Mais les scénarios de risque pointent vers de possibles affrontements armés à Bourakaba ou Baraoué. Ces affrontements opposeraient les troupes fédérales somaliennes à celles de l'État du Sud-Ouest. Il faut également surveiller la possible formation officielle d'une autorité parallèle à Baedoa. Sur le plan du judiciaire, les jugements américains à venir concernant le TPS seront cruciaux, tout comme les verdicts au Kenya sur le financement du terrorisme. Vous faites référence au cas du ressortissant turc Osman Erdinç Elsek et du facilitateur Abdikarim Hassano Hassan. Précisément. Ce sont des dossiers à suivre de très près. Quels sont les signaux faibles que notre audience devrait surveiller dans les jours à venir? Pour résumer froidement, sans aucun alarmisme, il faut s'attendre à la poursuite des frappes aériennes. L'évolution de l'axe Israël-Somaliland sera également déterminante.
Et sur le plan humanitaire? L'impact des pluies continues devrait être évalué. Cela affectera sévèrement les efforts humanitaires en cours. Ceci conclut la présentation formelle de notre rapport d'analyse. Il convient de rappeler la nature de l'outil qui a permis cette synthèse. Stylo News est une application mobile et de bureau que les individus peuvent télécharger. Elle permet de personnaliser des briefings de style renseignement, En agrégeant des centaines de sources d'informations traditionnelles et du réseau X. L'invitation est donc claire, abonnez-vous sur www.stylonews.com pour obtenir des actualités à la demande propulsées par l'IA. une ressource inestimable. Eh bien, chers auditeurs, l'heure est venue de clore ce chapitre rigoureux. Un immense merci à notre audience d'avoir pris le temps de nous écouter aujourd'hui. C'est toujours un véritable plaisir de partager ces analyses avec vous, dans un esprit plus détendu pour terminer. Je me joins à ces remerciements. Merci à tous pour votre écoute attentive. C'est votre curiosité qui donne tout son sens à ce travail. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets pour de futurs décryptages. Et bien sûr, pensez à suivre Stylo News sur vos réseaux sociaux préférés. Nous lisons toutes vos suggestions. Pour terminer, voici une réflexion à méditer. Si les changements climatiques et l'instabilité forcent de nouvelles migrations, mais que la géopolitique moderne réagit en fermant les frontières et en taxant l'aide financière des diasporas, la définition même de ce qu'est la sécurité nationale ne devra-t-elle pas être totalement réécrite au cours de la prochaine décennie? À très bientôt pour une nouvelle analyse.